Bonjour à tous, bienvenue dans l'Afrique Info sur CCTV français, en direct de Beijing. La crise libyenne occupe le devant de la scène politique nord-africaine cette semaine. Les pourparlers d'urgence sous l'égide des Nations Unies ont pour objectif final de faire accepter un gouvernement d'union nationale par les chefs des différentes factions libyennes. La première phase des négociations avait eu lieu au Maroc. Elles se poursuivent en ce moment même en Tunisie. Selon les derniers chiffres connus, plus de 3000 combattants de l'EI seraient actuellement présents en Libye. Et les principaux chefs du groupe terroriste ont même quitté l'Irak et la Syrie pour la Libye afin d'y mener directement les opérations. Les puissances occidentales préparent quant à elles une future attaque contre les positions des djihadistes dans le pays. Pas plus tard que cette semaine, le secrétaire d'État américain John Kerry a alerté le monde de l'avancée d'un califat jusqu'aux portes de l'Europe, financé en partie par la richesse du sous-sol libyen. Mais pour le moment, les puissances occidentales attendent le feu vert du gouvernement libyen pour intervenir dans le pays. Une intervention militaire isolée et non coordonnée avec le gouvernement libyen pour lutter contre le cancer État islamique serait inefficace et préjudiciable pour l'avenir de la Libye. Le problème est simple, la Libye n'a actuellement pas de gouvernement. Les Nations Unies tentent par tous les moyens de convaincre les chefs des différentes factions de former un gouvernement d'union nationale pour mettre fin au chaos. Malgré leur participation active aux pourparlers, les camps rivaux ne semblent pas encore complètement prêts à engager le processus. À Tripoli, les factions armées de la capitale encerclent toujours la ville et rappellent qu'un gouvernement imposé par la communauté internationale serait considéré comme une invasion. L'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Martin Kobler, a appelé l'ensemble des parties à poursuivre les pourparlers en urgence en fin de semaine, afin de former le plus rapidement possible un gouvernement d'union nationale. Les politiciens libyens rappellent qu'il s'agit d'une étape vitale pour stabiliser un pays vivant toujours sous la menace d'une prise de contrôle par l'organisation État islamique. La raison fondamentale de la crise en Libye est l'absence de gouvernement. La communauté internationale doit à tout prix aider le pays en proie aux troubles à former un gouvernement d'union nationale. La poursuite des négociations en cette fin de semaine se fera à huis clos. Les décisions prises seront largement suivies, et pas seulement en Tunisie. Les djihadistes prennent progressivement le contrôle de la zone située à la frontière entre la Libye et la Tunisie. Les autorités en charge de la sécurité de la région semblent être de plus en plus en faveur d'une offensive militaire lancée par la communauté internationale. Des cellules terroristes seraient en train de prendre racine au Caire, en Égypte. Les forces de sécurité ont tué 2 suspects mercredi suite à un échange de coups de feu dans une banlieue de la capitale égyptienne. C'est le deuxième incident de ce genre depuis ces dernières semaines. Mercredi, cet endroit a connu des échanges de coups de feu pendant 6 heures. Les suspects avaient trouvé refuge dans cet appartement. La police aurait agi sur la dénonciation. Les suspects ont ouvert le feu avec des mitraillettes dès leur arrivée. La police a indiqué que les hommes s'apprêtaient à faire exploser des bombes dans la capitale. La police a découvert des explosifs dans l'appartement. Récemment, les forces de sécurité ont intensifié leurs raids dans d'autres appartements comme celui-ci et enquêtent sur les comportements suspects. Ces groupes cherchent à atteindre des cibles et souvent ils y parviennent. Ils recrutent de nouveaux membres. Quand ils réussissent à mener à bien 2 attaques ou plus, et cela pousse d'autres à les rejoindre. Toutes les attaques qu'ils conduisent et les victimes qui tombent les aident à trouver de nouveaux fidèles. Le groupe du Sinaï a réussi le mieux dans cette tâche. Il y a 2 semaines, au moins 6 personnes ont été tuées dans une explosion quand la police a investi un atelier d'explosifs présumé à Gizeh, près du Caire. Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de l'explosion. Les analystes disent que les attaques indiquent que davantage de cellules pourraient avoir infiltré d'autres villes en Égypte. On passe à la Somalie maintenant, où il y a de nouveaux développements au sujet de l'explosion d'un avion de ligne plus tôt cette semaine. Le gouvernement a fait appel à des experts étrangers pour participer à l'enquête, mais le rapport d'enquête préliminaire semble soulever davantage de questions. Les détails dans notre reportage. C'est le premier incident du genre dans le ciel somalien.
Les dommages ont été filmés par un des passagers. Difficile à croire, mais à plus de 3600 mètres d'altitude, l'avion a pu revenir en un seul morceau à l'aéroport de Mogadiscio. Mais qu'est-ce qui a bien pu faire ce genre de trou dans un Airbus 312? Le pilote a dit que c'était une bombe. Mais la haute direction de la compagnie aérienne dit que les enquêteurs n'ont trouvé aucun résidu d'explosif. Les autorités somaliennes ne sont pas prêtes à dire qu'il s'agit sans l'ombre d'un doute d'un acte terroriste. Le rapport préliminaire a été dévoilé. Plusieurs doutes ont été soulevés. Nous avons initié des experts internationaux et étrangers pour nous aider à enquêter. Nous voulons confirmer à la population que nous aurons le rapport bientôt et que nous saurons ce qui s'est passé exactement pendant cette journée. Une personne a été tuée. Elle a été aspirée à l'extérieur de l'avion après l'explosion. La victime est un homme de 55 ans, Abdullahi Abdisalan. Certains disent qu'il pourrait s'agir d'une attaque suicide. Le groupe terroriste Al-Shabaab utilise ce genre de méthode. Mais le groupe ne l'avait jamais fait à bord d'un avion et généralement, ils revendiquent rapidement leurs attentats. Pour le moment, les forces somaliennes et les troupes de l'Union africaine assurent la sécurité à l'aéroport. Mais le vice-premier ministre somalien a promis ici, lors d'une réunion du Conseil des ministres jeudi, de resserrer les mesures de sécurité sur le site. Pendant ce temps, les choses continuent de se dérouler normalement à l'aéroport international de Mogadiscio. L'Afrique du Sud et d'autres membres de l'Union africaine ont soutenu la proposition kenyane visant un retrait de la Cour pénale internationale à cause de son traitement injuste du continent africain. L'ANC veut sortir de la compétence de la CPI, mais beaucoup pensent qu'une telle décision aurait de graves conséquences. Lors du sommet de l'Union africaine tenu la semaine dernière, de nombreux pays membres ont clairement indiqué vouloir quitter la CPI. Ils ont affirmé que la Cour concentrait tous ses efforts sur les dirigeants africains et l'Afrique du Sud, en estimant que la Cour a perdu son cap. L'Afrique du Sud est en froid avec la CPI depuis que le pays a invité le président soudanais Omar al-Bashir au sommet de l'Union africaine. Ce dernier est recherché par la Cour pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Jusqu'à maintenant, aucune décision contraignante n'a été prise et si l'Afrique du Sud décide de quitter la CPI, elle devra déployer son propre processus judiciaire interne. Et les experts ont déjà réfléchi à cette possibilité. Le retrait de l'Afrique du Sud serait très grave pour le pays et sa lutte contre l'impunité des crimes internationaux sur le continent. Si l'Afrique du Sud se retire de la CPI, cela voudrait dire qu'elle devrait annuler et se débarrasser de la loi sur la CPI, ce qui rendrait impossible d'enquêter, de mettre en accusation et de punir les crimes internationaux en Afrique du Sud. De nombreux Sud-Africains pensent que cela serait inacceptable et irait contre les principes de la nation arc-en-ciel. Feu le président Mandela pensait que nous devions rester pour plus de justice. Donc cela pose une question importante à l'ANC. Cette nouvelle philosophie contredit automatiquement les principes de l'ANC. Je pense que ce serait dommage pour différentes raisons, car la CPI défend des principes qui sont ceux qui fondent la nouvelle Afrique du Sud. Et j'espère que ce sera débattu très sérieusement et que la décision ne sera pas prise trop à la légère. L'ANC refuse de s'exprimer sur le sujet. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Nous reprenons avec la bourse nigériane qui a perdu 8 milliards de dollars au mois de janvier à la faveur de prises de bénéfices de la part des investisseurs dans un contexte d'affaiblissement inquiétant du Naira, la monnaie nationale. Le marché est à la baisse depuis la fin de l'année dernière quand des portefeuilles étrangers ont commencé à retirer leurs investissements pour aller se réfugier dans des environnements meilleurs. La capitalisation du marché a baissé de 16,5%. L'index a aussi chuté de la même valeur et le nombre d'actions échangées dans la période a aussi baissé de 2,58%.
Tous les chiffres publiés par les autorités boursières tendent à démontrer que le Nigeria n'est plus ce que paradis des investisseurs qu'il était encore à la même période l'an dernier. Vendredi, en Afrique du Sud, s'est déroulé le deuxième jour des auditions relatives à Eskom et à sa demande de recouvrer certaines de ses pertes en 2013 et en 2014 en augmentant ses tarifs cette année. À l'instar de ce qui s'est passé la veille, presque tous ceux qui sont montés sur le podium ont rejeté la demande et l'approbation d'Eskom de quelques 8 milliards de rand de comptes réglementaires de compensation qui pourraient causer une augmentation de 16% des charges mensuelles des consommateurs, y compris des mines. Et celui-ci spécifique à l'impact potentiel d'environ 3000 employés sur la période à venir, et nous parlons ici de la période 2016. Maintenant, si nous mettons cela dans son contexte, au sens national, c'est un effet multiplicateur de 10 qui pourrait toucher environ 35 000 personnes. Les réactions aux auditions ont été unanimes. Et tandis qu'Eskom affirme avoir annulé des auditions dans certaines parties du pays en raison d'un manque d'intérêt de la part du public, celui-ci paraît au contraire très intéressé parce que cela influe sur son porte-monnaie. Dans les dernières 36 heures où notre portail a fonctionné, nous avons reçu plus de 10 000 commentaires et certains d'entre eux sont très constructifs. Et en conjonction avec Avars, le média mondial renfrogné, ils avaient ce matin accumulé plus de 50 000 commentaires et signatures. Tandis que cela affectera les poches de tout un chacun si Eskom l'emporte, il y a l'anxiété des investisseurs, spécialement pour les entreprises qui développent localement leurs affaires. Lorsque la confiance des investisseurs est fendue, votre accès au capital est un problème, donc c'est un cercle vicieux. Donc il n'y a pas de solution facile à ce problème. Nous voudrions une énergie stable et prévisible afin que nous puissions véritablement développer nos affaires dans ce pays. Nous avons tout un train de projets qui attendent et ces projets sont aussi dépendants de la poursuite de prévisions stables et prévisibles. Maintenant, lorsque ces sortes de comptes réglementaires de compensation viennent à l'existence, cela bouleverse cette dynamique de prédictibilité. Il semble que cet essai de recouvrement d'une partie de ces pertes d'il y a 2 ans va rencontrer sourde oreille. Du moins, c'est ce que de nombreuses personnes du secteur minier espèrent. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans plusieurs régions rurales du pays. 2,4 millions de personnes vont se retrouver en situation d'insécurité alimentaire. Cette situation est due à la sécheresse qui sévit de la Corne de l'Afrique à l'Afrique australe. Selon Oxfam, organisation caritative britannique, la situation au Zimbabwe devient désespérée, mais le gouvernement demande aux populations de ne pas paniquer. Le phénomène El Niño a provoqué la sécheresse qui menace plus d'un quart de la population du pays. De plus, en raison de pluies insuffisantes, ces dernières années, le Zimbabwe fait face à des pénuries alimentaires causées par la sécheresse de la saison précédente. Cette tragédie a entraîné 1,5 million de personnes dans la famine. Selon le gouvernement, ce chiffre pourrait tripler durant l'année. Cette perspective a poussé Robert Mugabe à déclarer l'état de catastrophe. Le gouvernement a pris une très bonne initiative, car en déclarant l'état de catastrophe, il pourra recevoir des volumes importants d'aide alimentaire des organisations internationales. Le Zimbabwe consomme 150 000 tonnes de maïs par mois. Les producteurs du secteur privé ont déclaré être prêts à importer suffisamment de denrées pour répondre à 70% de la demande. L'équilibre obtenu par l'action des partenaires donateurs pourrait prendre des mois. Vous devriez savoir que le délai de réponse de ces organisations sont de 90 à 120 jours. Donc, toute aide concrète nous parviendra seulement vers juin ou juillet. Cela parce qu'ils doivent faire approuver certains budgets, s'approvisionner, mettre en place les structures de distribution et finalement livrer les denrées aux groupes vulnérables affectés. Au-delà de la coordination des denrées emportées, le gouvernement fournira la nourriture pour le bétail. Selon les derniers rapports, au moins 16 000 vaches sont déjà mortes dans les régions du sud du pays touchées par la sécheresse. Le gouvernement planifie aussi de mettre en place des programmes d'urgence destinés à l'irrigation pour sauver les récoltes qui n'ont pas encore été détruites. Le niveau d'eau du barrage diminue rapidement et un tiers des puits dans le sud du pays sont vides.
La Confédération africaine de football a annoncé soutenir l'actuel président de la Confédération asiatique de football, le Cheikh Salman, comme candidat au poste de président de la FIFA. Le cheikh de nationalité bahreïnie se trouvait au Rwanda à l'occasion de l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations. Cette décision de la Confédération africaine, qui a été prise après une réunion du comité exécutif qui s'est tenue au Rwanda, donne un grand élan à sa campagne. L'élection pour la présidence de la FIFA s'avère être une course entre deux favoris, le secrétaire général de l'UEFA, Gianni Infantino, et le Cheikh Salman. Mais avec l'appui des 54 pays d'Afrique derrière lui, Salman s'avancera avec confiance vers l'élection du 26 février. Pour rappel, la FIFA s'est retrouvée en pleine tourmente en mai dernier lorsque son président Sepp Blatter, qui est actuellement suspendu, s'est retiré après avoir remporté un nouveau mandat suite à des soupçons de corruption. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.